Fred Savard avec vous pour ce 33e épisode de la balado. 33 épisodes, fin du mois de mai. On commence à sentir l'été qui s'en vient. Je vous avoue que cette semaine, j'ai pensé aux vacances plus que d'habitude. Tu sais, moi, je suis pigiste dans la vie, alors les vacances, c'est un concept parfois flou. Dans le temps des fêtes, bon, c'est plus clair, mais l'été, souvent, je travaille. Et comme je fais pas du 9 à 5 dans une job qui m'harasse, je me sens pas toujours en mode vacances dans l'année parce que on dirait qu'elles sont comme éparpillées à toutes les semaines, à des petits moments où je peux prendre plus mon temps parce que je travaille de la maison puis j'ai plus le choix. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que cette semaine, étonnamment, là, je sentais que j'avais besoin éventuellement de vacances. Alors, c'est pourquoi j'ai mis l'actualité complètement de côté cette semaine, ou presque. Donc, il n'y aura pas de billets d'humeur, de coups de gueule sur l'actualité. C'est ça, j'ai pas beaucoup ouvert les journaux. Bon, si j'avais fait, mettons, une intro comme je l'ai fait depuis quelques semaines avec un billet d'humeur, j'aurais parlé probablement de Michael Sabia. Mais comme je sais que God s'en vient la semaine prochaine avec Alan Faradji, entre autres, en fait, je sais qu'il va en parler. J'ai demandé d'en parler, puisque Hydro-Québec, c'est vraiment plus dans ses talles à Godefroy. Fait que je me suis dit, ça va être intéressant de savoir ce qu'il pense. Lui qui a été traumatisé par Sophie Brochu. Je ne sais pas si ça va être la même chose avec Michael Sabia. Mais tout ça pour dire que j'ai mis l'actualité cette semaine de côté. Et j'ai beaucoup pensé déjà à la saison 6. Je suis en mode vraiment prochaine saison. J'ai reconsulté le gros document qui avait été produit par nos amis de la firme Polygon. Parce que là-dedans, il y avait des choses que j'ai pas eu le temps d'appliquer. Parce que la saison 5 est en cours, puis c'est pas nécessairement un si gros paquebot, mais quand même. Mais bon, toute cette idée d'accueillir plus de gens qui pensent pas nécessairement comme moi, ça m'a interpellé aussi beaucoup. Fait que là, j'essaie de voir la saison 6, comment on va faire ça. En fait, c'est surtout qui on va choisir. D'ailleurs, si vous avez des suggestions dans vos réseaux, dans les gens que vous suivez, que vous lisez, je serais peut-être preneur. C'est sûr que j'ai quelques idées en tête, mais pas tant. Parce que les gens intelligents que j'aime sont déjà à la balado. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que je suis déjà dans le futur. Mais il va falloir éventuellement que je prenne une petite pause. Mais cette semaine, nous ne prendrons pas de pause parce que je vous propose un épisode passionnant avec Gilles Bibeau. Gilles Bibeau, c'est un anthropologue émérite, professeur émérite. C'est un homme que j'ai tellement vu ses citations, des extraits de ses livres passés dans des livres que je lisais, que j'étais vraiment heureux de l'avoir devant moi dans les luxueux studios de la balado. Il est venu nous parler d'une histoire d'amour-haine, l'Empire britannique en Amérique du Nord. C'est publié chez Mémoire d'Encrier. L'épisode a été enregistré, en fait, l'entrevue a été enregistrée il y a 2 semaines. Je devais la diffuser dans le même épisode il y a 2 semaines, mais c'était tellement bon que je me suis dit, non, ça, là, ça mérite son propre écrin. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, un entretien d'une heure environ avec l'anthropologue Gilles Bibeau. Vous allez voir, en fait, vous ne le saurez pas parce que vous n'avez pas lu le livre, mais on est sorti beaucoup du livre. On a pris toutes sortes de chemins pour parler du peuplement de la France, de l'Angleterre, des Celtes, de la toponymie du Québec. Vous allez voir, c'est vraiment une entrevue riche. Et je sais qu'il va revenir, vous allez voir, parce qu'il est en train de préparer un autre livre, et je sais qu'il va revenir à la balado, c'est certain, parce que c'était vraiment passionnant. Voilà, c'est ce que je vous offre. Bon épisode, tout le monde. Je vais vous présenter, évidemment. Anthropologue. Anthropologue. Professeur émérite à l'Université de Montréal. C'est bien ça, jusque-là, ça va. Spécialiste en religion comparée. On peut dire en anthropologie médicale. Mon domaine, c'est l'anthropologie médicale. OK. Pédiatrie multiculturelle. Oui, je travaille là-dedans, l'hôpital Sainte-Justine. Oui, vous avez créé même une unité de pédiatrie interculturelle. Oui. Qui est devenue un modèle. Oui, bien sûr. Soyez pas modeste. Gilles Bibeau. Vous avez travaillé longtemps en Afrique? Au cours des 50 dernières années, j'y suis allé à chaque année et j'y ai passé 10 ans en travaillant avec les guérisseurs au ministère de la Santé. Oui. Wow. Oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes ici à la balado pour un essai qui n'est pas sorti encore? Oui, il est sorti. Le lancement. Lancement ce soir. Oui. Donc, sur Saint-Laurent, à la librairie Gallimard. Mais le lancement va être fini quand l'épisode va être diffusé, alors ne courez pas à la librairie Gallimard. En fait, allez-y pour acheter des livres, pas pour le lancement. Donc, ça s'appelle Une histoire d'amour-haine. Vous vous intéressez à comment on a façonné
les identités anglaises et françaises en Amérique du Nord. J'ai l'impression que c'est un livre qui est un peu à part dans votre parcours intellectuel. À part, c'est peut-être pas le bon terme, là. Vous avez raison, je pense qu'il est à part, mais c'est une question que je porte depuis mon enfance. Le rapport entre les Anglais et les Français. Je suis né à Sorel, devenu Sorel-Tracy avec le regroupement, mais pendant près d'un siècle, cette ville a porté le nom de William Henry. Ah oui? William Henry, qui est un prince et qui est venu donc dans la colonie anglaise après le traité de Paris et qui est devenu roi d'Angleterre. C'est le nom de Guillaume IV. Oui. J'ai toujours été surpris en me promenant dans Sorel et particulièrement à côté de l'externat classique où je faisais mes études au Collège du Sacré-Cœur par le Carré Royal. Le Carré Royal qui est organisé selon l'Union Jack, le drapeau britannique, drapeau qui a été le nôtre jusqu'en 1965. Ne l'oublions pas. Et toutes les rues autour du Carré Royal portent des noms de la famille britannique. La rue Reine, la rue du Roi, Phipps, Sophie, etc., etc. Donc, il fallait comprendre comment la seigneurie laissée par M. de Sorel, S-A-U-R-E-L. Ah oui. On a changé la graphie depuis. On a changé la graphie. Tout à coup, j'ai découvert que le major French, il faut le faire, donc anglais mais s'appelant major French, a dessiné le cadastre en oubliant ce que le tracé de l'ancienne seigneurie, donc l'organisation par rang et tout ça. Et comment se fait-il que Sorel devient ainsi anglais et que persiste comme un sous-texte le nom de Sorel, mais la ville s'appelle William Henry. Et elle change de nom en quelle année? Elle va changer de nom dans les années 1850 environ, mais pendant tout pratiquement le régime anglais, elle va s'appeler William Henry. Nous avons immédiatement après la signature du traité de Paris en 1763, un bataillon anglais, on va avoir jusqu'à 300 militaires britanniques qui viennent s'installer à Sorel et qui, de fait, créent la ville, qui elle-même, retournons à Champlain, nous sommes au confluent du Richelieu, c'est la rivière des Iroquois, il y a beaucoup de gens qui la descendent, et il faut absolument avoir un fort, et nous avions un fort depuis 1610, très rapidement après la fondation de Québec. Je m'intéresse beaucoup aux toponymes. C'est une chose qui me passionne, comment on a effacé les toponymes autochtones, comment aussi les Anglais écrivent dans les toponymes français, les Français dans les toponymes anglais. Et là, nous en avons un très, très bel exemple. Mais ce qui est fantastique, c'est que Sorel n'est pas vraiment abordé dans votre livre. Non, mais... On a fait une petite parenthèse intéressante. Non, mais c'est le point de départ de mon intérêt pour les rapports entre les Anglais et les Français. Oui, sauf que votre histoire d'amour-haine, en fait, ça part de la navigation, ça part de l'exploration. Moi, c'est ça. Puis j'avoue qu'au début, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus anthropologique sur les cultures françaises et anglaises au Québec. Et finalement, c'est un livre qui nous ramène, et c'est sa grande qualité, en partie, à l'extraordinaire aventure que fut les explorations des grands navigateurs. Oui. Le livre que vous auriez voulu lire, vous le lirez, c'est le prochain, c'est le face-à-face entre les Anglais et les Français en Amérique du Nord. Il s'en vient. Alors, il s'en vient. Ce qui m'a intéressé ici, et c'est très anthropologique, c'est la construction d'une nation. Comment est-ce qu'une nation se construit? Et pour parler de notre ou de nos nations, parce que je distingue bien la nation québécoise et la nation anglo-canadienne, il fallait d'abord parler de l'Atlantique Nord. Nous avons tous en tête un modèle qui est absolument dépassé, c'est l'idée qu'il y a un voyage qui se fait en 1492 et que c'est Christophe Colomb qui se rend dans les Antilles et qu'ensuite il y a des navigateurs des autres nations européennes. Il découvre
Avec des guillemets. Je pense qu'il faut vraiment oublier. S'il y a des gens qui ont découvert l'Amérique, c'est vraiment les Autochtones. Oui, c'est vous le dites dans votre livre. 25 000 ans plus tôt. Voilà, oui. Mais alors, comment se fait l'unification de l'Atlantique Nord? Et déjà, nous voyons des moines au 5e siècle, les moines irlandais, qui se rendent en Islande. L'Islande est importante parce qu'elle est sur la ligne de fracture entre la plaque tectonique euro-asiatique et la plaque américaine, et qu'elle va ouvrir du côté donc de l'ouest vers les îles Féroé, les Shetland et les Orcades et tout cela, et de l'autre côté vers le Labrador, mais aussi le Groenland, Ellesmere, donc l'Amérique. Et ils sont présents là-bas. Ils ne viennent pas, bien que certains prétendent qu'ils viennent. Ces moines irlandais, ils cherchaient des lieux de solitude absolue. Et puis viennent les Norrois, en anglais les Norse, qui, eux, vont venir jusqu'à Terre-Neuve. Et peut-être même dans le golfe du Saint-Laurent. Et probablement dans le golfe du Saint-Laurent. Qui sont les Norrois? Sur la côte. Gilles Bibeau, qui sont les Norrois? Parce que vous le dites dans le livre, là, vous faites un... Il faut distinguer entre les Vikings et les Norrois. Les Vikings sont des navigateurs aussi, mais ils sont dans des dracars, tandis que les autres ne sont pas du tout dans des dracars. Ils attaquent à gauche et à droite et ils viendront plus tard. Mais déjà à partir des années 750, les Norvégiens, et le royaume de Norvège n'existe pas encore, il existera 3 siècles plus tard, mais disons la Scandinavie, et surtout à partir de Berghem, qui est sur la côte, et les Danois aussi sur la Baltique, Danemark, ces navigateurs s'en vont vers l'ouest. Probablement qu'ils connaissaient les Zimrama, c'est-à-dire les récits de voyages aventureux des Irlandais. N'oublions pas que l'Irlande aussi fait face directement à l'Atlantique et qu'il y a toujours eu de très, très grands navigateurs là-bas, dans des courages. Les courages qui sont des embarcations... Des embarcations tout à fait extraordinaires, recouvertes de peau, d'une peau de morse ou de phoque, complètement à l'extérieur, sur une armature de bois, et qui glissent véritablement sur l'eau. Ce sont des petits bateaux extrêmement, extrêmement rapides, mais qui peuvent être assez grands, parce que dans le voyage de Saint-Brendan, par exemple, qui se fait au 6e siècle, et on dit qu'ils étaient un moine irlandais, Brendan. Les moines... Juste une petite parenthèse, Saint-Malo, français, c'est Saint-Maslow, donc qui était un Irlandais, un moine disciple précisément de Saint-Brendan, mais qui va établir son ermitage sur la côte française de Bretagne, et qui va devenir Saint-Malo. C'est étonnant que ce soit un Irlandais qui soit un des fondateurs de Saint-Malo. On va en reparler tantôt de ça, les origines celtes de la France. Alors, donc, il fallait que je parle... que je commence très loin avec cette unification de l'Atlantique Nord et qui va rendre possible, en quelque sorte, la découverte, entre guillemets, alors l'arrivée. Voilà. Qu'est-ce qui pousse les Norrois à naviguer vers l'ouest? Il y a un certain nombre de choses qui vont se passer. C'est que les différents clans qui sont en rivalité les uns avec les autres et qui veulent prendre... on veut imposer le modèle de la royauté, donc une centralisation et qui va faire perdre l'autonomie aux différents clans sur le territoire. Un certain nombre vont décider de partir. Il y a une deuxième raison qui va arriver un petit peu plus tardivement, c'est lors de la conversion dans les années 950, à partir des années 950, où là, ils se convertissent et tous les objets rituels précieux doivent être faits à base de ce qu'il y a de plus précieux, la matière la plus précieuse à l'époque, qui est l'ivoire. On n'a pas encore l'ivoire africain arrivera quelques siècles plus tard. Donc, on va rechercher, ce sera la matière première, véritablement, les défenses et les dents des morses, tout l'ivoire que l'on pouvait trouver chez les animaux habitant les zones polaires, donc au nord. Ça peut être une des raisons, mais c'était des grands navigateurs.
qui avaient donc ancêtres. Si maintenant nous parlons de la mer de Barème et que nous parlons non pas du passage du nord-ouest que nous connaissons puisqu'il est au nord du Canada, mais du passage du nord-est, les navigateurs norvégiens, suédois, danois, russes allaient plutôt de l'autre côté, essayer de rejoindre au fond l'Amérique par le détroit de Bering, et ce sera d'ailleurs donc Vitus Bering qui y arrivera. Donc c'était des navigateurs qui connaissaient l'Arctique. Et ils sont partis vers l'ouest en allant des Féroé d'abord, qui n'est pas très très loin, 500 km, et puis ensuite l'Islande, de l'Islande en saut de puce jusqu'au Groenland, et Éric le Rouge, ses enfants, vont descendre le long du Labrador, le Markland qu'ils appelaient, jusqu'au Vinland, qu'on peut situer d'une façon certaine, en tout cas au nord de Terre-Neuve, mais ça peut être carrément dans le golfe Saint-Laurent. Vous avez parlé tantôt de Saint-Malo, de ses origines irlandaises. Et vous rappelez aussi, dans la partie du livre qui s'appelle Anglais-Français de proches parents, que ce sont deux peuples issus d'un même socle celtique. Oui, le chapitre 3 s'intitule Français et anglais de proches parents. Il est suivi d'un autre chapitre intitulé Mais les meilleurs ennemis du monde. Pourquoi sont-ils de proches parents? Eh bien, il est sûr que les îles anglo-celtes, c'est ainsi que je les appelle plutôt qu'îles britanniques, ont d'abord été occupées par des peuples qui étaient venus de l'Est et qui étaient arrivés jusqu'en Bretagne continentale et du côté de la Normandie également, mais qui ont continué leur voyage jusqu'à l'extrême Finistère, qui étaient donc les îles anglo-celtes, les îles britanniques. Il y en a 3000, mais il y en a deux grandes dans lesquelles on trouve les Anglais, les Écossais et les Gallois, et l'autre dans lequel on trouve les Irlandais. Mais à l'origine, les peuples qui habitent la grande île du côté, qui sont les ancêtres des Anglais, pour une partie seulement, ce sont des Gaëls, ce sont des Britons, et les Britons étaient vraiment les frères des Bretons. Et si bien que lorsqu'il y a la conquête de la Gaule par Jules César, une cinquantaine d'années donc avant notre ère, ils viennent aider les Bretons. C'est César qui décide d'envoyer 2 légions de l'autre côté pour leur donner une leçon. Et là, ça sera beaucoup plus difficile qu'il pensait parce qu'il va se heurter à des Celtes qui sont particulièrement guerriers. Ce sont les Pictes et les Scots qui sont derrière l'Écosse. Et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais monté jusque-là, parce que donc ça a été extrêmement difficile. Donc il y a une parenté fondamentale sur le plan de la fondation celtique et qui, dans les deux cas, va conduire à la romanisation et à la christianisation. Et cela, c'est quelque chose d'extrêmement important de bien s'en rendre compte, parce que jusqu'à la chute de Rome, au début du 5e siècle, 410 à peu près, nous avons 400 ans de romanisation. Il passe donc à la langue latine, tout comme du côté des Français, les Gallo-Romains vont au 5e siècle. Je parle beaucoup, par exemple, de Grégoire de Tours, qui est extrêmement important parce qu'il écrit la première histoire du royaume gallo-romain qui succède donc aux Romains et qui est déjà christianisé à l'époque. Et du côté anglais, c'est la même chose. Des gens, donc les livres que j'ai dû lire étaient en latin, j'ai les consultés en latin et en traduction. Du côté anglais, nous avons des grands écrivains en langue anglaise, du côté des Celtes, donc Britons et Gaëls et autres. Le fait qu'entre la France de l'époque et les îles anglo-celtes, il y a une parenté absolument fondamentale. Mais petit à petit, et ça va dévier. Et j'ai cru
parce que vous avez parlé de l'anthropologie, qu'est-ce qu'il y a d'anthropologique là-dedans? Ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la construction de la nation. Oui. Comment il y a plusieurs épaisseurs, un feuilletage dans la construction de la nation. Nous avons ici, voilà, une feuille de fondation qui est commune et qui est extrêmement forte, mais en même temps, et je l'ajoute tout de suite, les langues, la langue latine, comment se fait-il que les Britons qui parlaient au 5e, 6e et 7e siècle une langue latine exactement comme les Celtes du côté de France vont adopter une langue germanique. Et là, on commence à dévier un tout petit peu. Parce qu'il va y avoir l'arrivée du côté français des Francs. Les Francs sont des Germains, mais des Germains qui vont adopter, comme les Romains l'avaient fait par rapport à la Grèce, on vainc la Grèce, mais on crée donc autre chose en adoptant la culture, etc. Alors, les Francs germaniques adoptent la langue gallo-romaine, très, très diversifiée à l'époque. Il y avait des versions, des dizaines, des centaines de versions. Et c'est très tard que la langue va s'unifier, va être planifiée, etc. Il faut attendre la Révolution française pour ça. Tandis que de l'autre côté arrivent des Germains également frères des Francs, qui sont les Angles, les Saxons, les Frisons, les Jutes, etc., et qui vont donner véritablement la dimension anglo-saxonne et qui, eux, vont maintenir une forme vieux germain, si l'on peut dire, qui est l'ancêtre de la langue anglaise. Ça va être le début d'une diversification qui va se faire et qui, elle, est très, très importante, mais qui va être amplifiée par le fait que les Français vont conquérir l'Angleterre. Avec Guillaume le Conquérant. En 1066. En 1066, il est sacré, c'est le premier. Nous venons d'avoir Charles III à Westminster, mais le premier roi d'Angleterre qui a été sacré à Westminster, l'abbaye ou le monastère de l'Ouest, Westminster, qui est le monastère, a été un Français. Donc, c'est intéressant, ça. Oui, mais ça se mêle continuellement. Oui. À partir là, on va avoir plusieurs rois français. Toute la dynastie des Plantagenets, donc qui arrive avant les Tudors, qui arrive avant les Stuarts et bien sûr la royauté régnante qui est tout autre et qui a aussi des bases germaniques, et il faut le dire. Nous sommes là dans un processus où ça va dévier. Et je termine tout de suite sur le fait qu'il va y avoir une séparation, si bien qu'au 16e siècle, lorsqu'ils se donnent, France et Angleterre, un empire, on se rend compte qu'ils ne sont plus les amis qu'ils étaient 500 ans plus tôt. Là, ils sont tout à fait différents. Et surtout sur un plan politique. Et ça, il faut le noter parce que nous serons héritiers à travers la Nouvelle-France d'une conception assez médiévale de la royauté absolue, qui va se maintenir très longtemps, qu'elle s'était mise en place déjà sous les Francs. Nous avons 3 dynasties, là, les Mérovingiens, Carolingiens et puis les Capétiens, mais déjà sous les Capétiens, bien après Clovis, cette idée que le roi était le représentant de Dieu sur terre et qui va aboutir à Louis XIV, qui a été notre roi au temps de la Nouvelle-France. Il faut bien se rendre compte que l'Angleterre, elle s'en va dans une toute autre direction. Ça devient une monarchie constitutionnelle parlementaire, et nous avons hérité de celle-là au Canada avec nos 2 chambres, le représentant donc du roi. Donc, l'histoire, j'écris quelque part, ce n'est pas ignorer le présent que de retourner loin dans le passé. Il y a des racines qu'il faut comprendre et qu'on a oubliées. Il faut les remettre devant les yeux des gens et leur permettre de penser à partir de ces racines-là. Et cette rivalité entre Angleterre et France est redoublée ce que j'appelle l'amour, mais qui est une admiration mutuelle. Les Anglais ont toujours admiré l'étiquette, la sophistication de la culture française, de la cour du roi de France, etc. Et comme nos seigneurs, d'ailleurs, essayaient ici en Nouvelle-France de reproduire ce que
K1K, plus ou moins bien. Mais en même temps, les Français avaient une très grande admiration pour les Anglais. Prenons Voltaire, Montesquieu. Très anglophile. Très, très anglophile. Oui. Et surtout sur le plan de l'organisation politique. Oui. Et c'est vrai qu'ils se sont donné des pouvoirs, ils ont donné au peuple la possibilité d'être représenté dans les Commons, donc la Chambre basse, sans jamais rejeter les Anglais, la Chambre haute, c'est-à-dire les aristocrates. Les lords, c'est ça. Les lords, les évêques aussi, qui sont membres donc, de la Chambre haute, tout. Mais ça va amener aussi là... Ça aussi, ça a été produit un peu ici, hein, cet esprit-là. Ça a été totalement reproduit, ici. Ouais. Non, je vais revenir sur l'héritage celte, parce que vous dites dans votre livre que les nations continentales européennes ont moins revendiqué cet héritage celte que, entre autres, les Irlandais, les gens sur l'île anglo-celte. Comment vous l'expliquez, ça? Il y a plusieurs explications, mais celle qui est retenue par les archéologues, parce que pendant longtemps, on a lu les Celtes à partir de la guerre des Gaules de César, à partir des historiens de Tacite, etc., Suétone, qui ont beaucoup parlé de la civilisation celte. Mais maintenant, on se rend compte que c'était une très, très grande civilisation, hein. Ils avaient l'agriculture et pratiquement jusqu'au 19e siècle, le terroir du côté anglais et du côté français portait encore des traces. Les instruments agricoles utilisés par les paysans étaient hérités de toute cette civilisation celte. Donc, une civilisation d'une très, très, très grande richesse que dans la constitution des nations, et bien avant le 19e siècle, le siècle de création des pays tels qu'ils existent aujourd'hui, mais lorsque commencent à s'intégrer les différentes régions au sein d'un pays, c'est ça l'on voit, il aurait été possible de donner à la fondation celte, je veux parler de la France, ici, il y avait un personnage qu'on avait élevé comme héros national, Vercingétorix, qui s'était opposé à Lutèce, donc à Paris, aux légions romaines. Petit à petit, la place, prenons le mot franc, et c'est assez ironique de le dire, mais Charlemagne, voilà... Mais de Clovis à Charlemagne, les trois premières dynasties, le mot franc, c'est germanique. Ils étaient des Germains. Et c'est eux qui donnent le nom à la France. C'est intéressant, ça. Alors, on est continuellement dans l'histoire. Sachant les rapports que la France a eu avec l'Allemagne plus tard, mais c'est intéressant. Vous me demandiez ce qui était anthropologie. C'est ça qui est anthropologie. C'est de montrer à quel point les choses s'inversent, se superposent, se contredisent, s'unissent, s'opposent, etc. Alors, il y a tous ces phénomènes-là qu'on voit dans l'histoire et il y a eu un effacement, comme vous le dites, de la partie celtique en disant ce n'était pas encore la France. Mais si nous prenons toute la période gallo-romaine, et qui est là jusqu'à l'arrivée des Francs, à ce moment-là, on disait bien celtique, puisqu'on disait c'était la Gaule, et la Gaule était habitée par, entre autres, il y avait beaucoup d'autres groupes. Il y a Vercingétorix qui a toujours eu beaucoup de difficultés donc, à les réunir pour faire un front commun. Et ce sera encore pire du côté de l'Angleterre. Alors maintenant, pourquoi l'Irlande va conserver le gaélique? Pourquoi les langues celtiques se sont-elles maintenues si bien là-bas et que du côté continental, elles se sont maintenues uniquement en Bretagne? Bien, pour le côté français, on va faire très, très vite. La Bretagne est entrée tardivement donc, dans la France. Elle a toujours été comme quelque chose à part, tout comme d'ailleurs le duché de Normandie. Jusqu'à l'unification de la France, les langues celtiques étaient parlées en Bretagne. Et une version du norrois, donc des langues,
était parlé du côté du duché de... Tout comme à l'est, complètement à l'est, on parlait le long de la Meuse, la Moselle, région de Strasbourg, Nancy, etc. Oui. Nancy était gallo-romain, très gallo-romain, mais on parlait des langues allemandes. Donc, il y avait une très, très grande diversité. Ouais. Mais finalement, ça va se disparaître à cause de l'école républicaine en France. On unifie en créant donc quelque chose qui était, on pourrait dire, positif, au sens on voulait créer le peuple. Oui. Et là, il fallait planifier donc la langue. Il fallait en prendre une version de la langue. Et cette version qu'on a prise, c'était celle de l'Île-de-France. Et c'est très intéressant. Je vais faire un petit rapport avec le Québec ici. Le français s'est unifié ici dans la vallée du Saint-Laurent avant de s'unifier en France. Je ne parle pas de ça dans le livre. Mais ici, dans la vallée du Saint-Laurent, nos mères, qui sont venues, d'une part le régiment de Carignan, 1665, mais aussi lorsqu'il a fallu envoyer des filles, les filles du roi, oui. Elles étaient en grande majorité de l'Île-de-France. Donc nos mères ont parlé donc, le français de l'Île-de-France un siècle avant qu'elle soit imposée par les révolutionnaires français. Ça s'est fait d'une autre manière. Ouais. Voilà. Bon, là, on va faire un saut, parce que là, on dévie... tout ça est vraiment passionnant, Gilles Bibeau. Je suis vraiment content que vous soyez à la balado. Bon, il faut parler des rêves d'empire, parce que ça aussi, ça arrive des deux côtés, France et Angleterre. On peut dire que c'est l'insularité de l'Angleterre qui va les pousser assez tôt, est-ce que je peux dire ça dans une perspective historique, à comprendre que leur avenir est sur les mers? Oui, mais ce n'est pas seulement le cas de l'Angleterre. Disons qu'avant que les Anglais, les Hollandais, les Français partent vers l'ouest, nous avons d'abord le Portugal. Oui. C'est le Portugal qui va être le premier à sortir de lui-même. À sortir de lui-même parce que... Et là, je fais encore une petite note très importante. Les îles. Oui. Bon, on parlait des îles. Les îles, loin, si l'on peut dire, de circonscrire et d'emprisonner, elles ouvrent. Ouais. Il faut déverrouiller et partir. Alors, je prends des Açores, par exemple. Ouais. Les Portugais, vers les années 1340, 1350, ils sont déjà aux Açores. Ça va être très important, cette affaire-là, parce qu'un siècle plus tard, Corte-Real, un grand navigateur portugais, est déjà à Terre-Neuve et peut-être dans la vallée du Saint-Laurent. Et ça veut donc dire que nous sommes plus de 100 ans avant Christophe Colomb. Alors ça, c'est extrêmement important. Madère, les Canaries jouent un grand rôle parce que c'était sur le chemin. C'est là que les navigateurs prenaient leur eau et ravitaillaient. Avant la longue run. Avant d'arriver. Si on peut dire ça. Et Christophe Colomb y avait habité. Sa première femme, d'ailleurs, était la fille du gouverneur des Canaries. Mais en même temps, du côté anglais, le port qui a joué une très grande importance, c'est Bristol. Oui. Bristol était en contact avec les navigateurs portugais et les gens de Bristol et des Açores étaient en contact avec les navigateurs français de La Rochelle. Ah, oui. Donc, ce qui se savait à Bristol se savait à La Rochelle et se savait dans les Açores. Rapidement, on est toujours dans l'unification de l'Atlantique Nord. Là, nous arrivons en plein Moyen-Âge, au XIVe et au XVe siècle, où ils allaient chercher différentes choses, mais particulièrement la morue. Oui. Déjà à ce moment-là. Les grands bancs de morue étaient connus. On ne connaissait pas encore le banc de Terre-Neuve, probablement. On ne le sait pas. Oui. Il est possible que les Islandais y soient allés. On parlait tantôt de l'ivoire, mais il est possible que l'Islande, au moment de la conversion, a poussé à aller de ce côté-là. Ils ont peut-être sont-ils allés. Ce que nous savons, par contre, c'est que lorsque dans la deuxième partie du Moyen-Âge, il y a autour de 140 journées de jeûne par année dans le calendrier chrétien, on a besoin de poissons. Oui. Et qu'on a vidé donc les environs, il faut aller chercher le poisson, le faire sécher loin à l'étranger. C'est ça, il faut comprendre, Gilles Bibeau, que c'est pas une coquetterie gastronomique, là. Non, c'est fondamental de trouver du poisson.
absolument fondamentale. C'est pour l'alimentation, puisque on avait ces jours de jeûne absolument essentiels, beaucoup plus importantes que la fourrure de castor, par exemple, qui arrivera quelques siècles plus tard. Donc, revenir à l'île n'enclôt pas, l'île permet d'ouvrir. Ou alors, les ports sur la côte. Si nous prenons le cas du Portugal, nous avons tous ces ports et qui ont ouvert et qui les ont amenés à découvrir toutes ces îles, à y arriver pour la première fois. Et les ports français, que nous partions de l'embouchure de la Seine, Honfleur, très important pour nous parce que Champlain partait pratiquement toujours de là. Bien sûr, Saint-Malo, donc la ville de Jacques Cartier, ensuite La Rochelle et tout. Alors, ils partaient, c'était la pêche, c'était des grands navigateurs, véritablement, et qui étaient en contact les uns avec les autres et qui cachaient les découvertes qu'ils faisaient. Et ça, c'est intéressant parce que vous l'abordez dans votre livre. En fait, ça passait beaucoup par la littérature, par le récit. Avant de décider qu'on partait ou non, il y avait cette idée qu'on avait lu ou entendu parler d'autres récits. Donc, l'aspect littéraire est important. L'aspect littéraire est absolument fondamental. Et d'ailleurs, c'est, je dirais, presque l'axe principal de mon livre. Parce que le point de départ, c'est ma lecture, je dirais, d'une centaine de récits de voyage racontés, mis par écrit, par les navigateurs. D'abord, les voyages bien sûr, des moines irlandais, les sagas, qui racontent aussi les voyages de très, très nombreux Norrois. Mais au Moyen-Âge, nous avions aussi quelques navigateurs qui ont laissé des récits, très peu nombreux. Mais à partir des années pratiquement 1500, ce sera presque obligatoire pour les navigateurs d'avoir un écrivain sur le bateau. Prenons le cas de Jacques Cartier. 1534, il n'en est pas son premier voyage. Probablement qu'il était déjà allé pêcher, ce qui expliquerait qu'il connaissait bien comment arriver. Écoutez, il a mis son premier voyage en 1534. Il traverse l'Atlantique en 15 jours. C'est ça. C'est absolument extraordinaire. Il fallait qu'il connaisse la route pour y aller. Il nous a laissé un voyage. Et là, on va arriver dans les questions d'espionnage. Comment se fait-il que la seule version qu'on a est à la fois celle en italien qui a servi à Florio, un Anglais, mais de nom italien, connaissant donc l'italien, qui l'a traduite en anglais et qui l'ont publié à Londres. Et on n'avait pas la version du côté français à ce moment-là, parce qu'on le cachait, quelque sorte. Donc, elle existait. Elle existait. Il va repartir déjà en 1935, va passer un hiver complet, 35-36, qui a été terrible. Donc, le deuxième voyage aussi. Et d'ailleurs, quelque chose de très, très intéressant parce que Marius Barbeau, un anthropologue, et lui était convaincu que pour la présentation du texte au roi de France, c'est François Ier, sous les 3 voyages de Cartier, c'est François Ier qui règne, ce serait Rabelais qui aurait réécrit les textes. Ce que nous savons par contre, et qui va dans le sens de ce que Marius Barbeau dit, et qui pourrait soutenir en partie les choses, c'est que les termes de navigation que nous trouvons dans le quart-livre, le très grand livre, le plus beau livre, après Gargantua, Pantagruel, bien sûr, et le tiers-livre, qui sont très intéressants aussi, mais chez Rabelais, c'est un voyage à la découverte de la dive bouteille et qui suit exactement donc le tracé de Jacques Cartier. Alors, c'est assez extraordinaire. Il y a des bonnes sources, quand même. Visiblement. Alors, Rabelais. Il y avait certainement des liens, et comme Rabelais n'était pas de la mer, il ne connaissait pas tous les termes de navigation, et il se peut qu'il soit allé les apprendre à Limoilou. Ah, voilà, un clin d'œil à Limoilou de Québec. C'est le lieu, tout près de Saint-Malo, où habitait Jacques Cartier. Jacques Cartier habitait là. Donc, les rois qui font financer les explorations par des financiers, des banquiers, des marchands qui interviennent, vont exiger que
les navigateurs leur remettent le récit de leur voyage. Alors, je raconte, il y a une section qui s'appelle « Un espion à Paris », un espion anglais à Paris, et c'est celui qui va devenir le grand compilateur de tous les récits de voyage britanniques, Hackett, un homme absolument extraordinaire, et qui, lui, a ramassé tout ce que les Français, et les Hollandais, les Italiens et les autres navigateurs avaient. Et c'est cette base qu'ils avançaient, que l'on avançait. C'était la même chose pour les cartes. Oui. Celui qui est à l'origine de la notion d'empire, parce que vous avez il faut en parler d'empire. c'est John Dee, j'y John arrivais. Dee, c'est un personnage tout à fait extraordinaire parce qu'à la fois, c'est un empiriste, mais il fait de la nécromantique, c'est-à-dire il interroge les morts dans les cimetières. C'est lui qui a déterminé la date du couronnement d'Élisabeth Ier à partir de son rapport avec les esprits. Gilles Bibot, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, la définition de la science englobe beaucoup de choses qui aujourd'hui ne font plus partie de la science. Il y avait de l'astrologie. C'est très intéressant cette affaire. L'émancipation progressive d'un monde magique, un peu irrationnel, ça se fait. Chez les Anglais, nous avons tous en tête Newton, bien sûr, avant Newton, Bacon, et lui, il se situe dans cette période-là où, à la fois, quand il s'en va étudier à Louvain, en Belgique, il apprend beaucoup de choses parce qu'on a les plus grands géographes, la grande école de géographie dite flamande. John Dee va aller puiser ses connaissances. Il puise là, donc auprès de Mercator, celui qui va faire les premières cartes pour en finir avec simplement les globes terrestres. Il faut comprendre que pour la navigation, c'était pas pratique. Là. Ben, c'était peu pratique parce que le nord, les distances sont beaucoup moins grandes qu'à l'équateur. Ça, c'est bien évident, puisque si vous mettez sur une surface plane quelque chose qui est rond, eh bien, vous vous trompez aux deux extrémités. Aujourd'hui, c'est évident, mais à l'époque, c'était pas clair. Mais il est très scientifique, donc John Dee, tout début, il rêve de former les grands navigateurs britanniques. Et parmi ces grands navigateurs britanniques, nous avons ceux qui vont venir, Drake, qui va être le premier à faire le tour du monde, Frobisher et tous les autres. Cependant, petit à petit, il devient convaincu que le savoir doit s'achever dans une espèce de méta-savoir qui est détenu par le monde des esprits, le monde un peu transcendant. Et il faut entrer en contact avec ce monde-là, avec les esprits. Il va se rendre jusqu'en Pologne pour essayer d'apprendre cela. Et la Pologne, ce n'est pas indifférent parce que n'oublions pas que nous avions Copernic qui, par rapport à Galilée au sud, nous avions toute une pensée aussi de découverte parce qu'il y avait aussi beaucoup de navigateurs là-bas et beaucoup de cosmographes là qui étudiaient. Alors oui, on s'espionne continuellement et il faut donc coder. Et les Anglais postent à Paris un gars qui va se promener à travers la France, qui va très très souvent et qui va lui avoir plus rapidement que les Français accès au voyage de Jacques Cartier, au récit de voyage de Jacques Cartier. Ça les intéressait plus ou moins parce que Jacques Cartier descendait le fleuve Saint-Laurent. Et ça va faire la différence fondamentale entre les Anglais et les Français. Les Anglais s'en vont par le passage du Nord-Ouest, par le Nord, tandis que les Français s'en vont vers le Sud, mais tous les deux s'en vont vers le Cathay et le Cipango, c'est-à-dire ils cherchent la route de l'Asie. C'était pas une mauvaise idée de passer par le Nord, cela dit. En théorie, c'était pas une mauvaise idée, c'était le chemin le plus court. Oui. Mais c'était le chemin le plus difficile. Oui, voilà. La mer la plus raboteuse, je dis, du monde. Si nous essayons de faire un tout petit peu l'histoire, le premier qui vient est donc Giovanni Caboto. Oui. John Cabot, Jean Cabot, à 5 ans après que Christophe Colomb arrive donc, dans les Antilles. Il va se perdre à son deuxième voyage et continuellement, ils vont vouloir, et ça, c'est à cause de John Dee, qui sont convaincus, qui disent il faut aller vers le nord. Oui.
il faut aller. Mais ils n'arrivent pas. Ici, il y a tellement d'expéditions, presque 1 sur 2, qui se perd, qui ne revient plus. C'est fou, ça. Les bateaux. Le cas de Hudson, par exemple. Ça, c'est incroyable. Il y a une belle anecdote que vous relatez. Parlons. Donc, Henry Hudson, qui va voyager avec son fils. D'abord, Henry Hudson voyage pour les Hollandais. N'oublions pas que New York, c'est d'abord une ville hollandaise, New Amsterdam. Il remonte jusqu'au lac George, le Hudson, pratiquement jusqu'au lac Champlain. En 1610, après qu'il soit rentré donc, de son voyage où il a remonté, pensant toujours aller en Asie, les Anglais vont dire, écoute, tu n'as plus le droit de travailler pour les Hollandais. Les Hollandais, tu vas travailler pour nous. Et donc, on lui donne, c'est Henri VII, mission d'aller. Il va se retrouver, il va rentrer. On savait qu'il y avait une échancrure là. Donc, parce que Frobisher, c'est presque 40 ans avant Hudson. Il rentre et il se retrouve dans la baie d'Hudson. Et il descend au fond jusqu'au sud. Ça va devenir la baie James plus tard. C'est un nom d'un autre navigateur. D'ailleurs, je dis bien que toute la topographie du nord canadien, c'est tous les noms des navigateurs britanniques. Oui, voilà. Et là, on veut rentrer, les marins veulent rentrer en Angleterre, il ne veut pas. Il y a mutinerie à bord et on va le condamner à le lâcher avec son fils et quelques marins fidèles dans la baie d'Hudson, dans une chaloupe, on le pousse. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable, d'abord, on ne sait pas très bien. Certains disent qu'il va se métisser, qu'il va survivre, parce que sur le plan génétique, aujourd'hui, sur les pourtours, le pourtour donc, de la baie d'Hudson, côté ouest, on peut trouver donc, des caractéristiques génétiques qui pourraient laisser penser que de fait... Ça veut dire des gens avec les cheveux roux? Oui, les yeux, par exemple, les yeux bleus n'existent pas chez les Autochtones. Il y a des éléments de ça. Mais il y a un autre petit élément qui est fort intéressant, c'est Bylot. Bylot, qui était un second de Henry Hudson, qui lui va rentrer en Angleterre. Il va arriver, il s'est fait, dit la légende, ou peut-être la réalité, attaché donc à la roue, tellement ils étaient à bout, et il a continué. Il a été capable de ramener le bateau au sud, donc dans le Devonshire ou dans les Cornouailles. Je pense que c'est à Plymouth qu'il a ramené le bateau, ce qui était absolument incroyable. Il restait quelques hommes à ce moment-là. Tous les autres étaient morts. Il faut parler des Autochtones parce que ce sont les grandes victimes de tout ça. C'est les grandes victimes. Ils sont doublement, j'utilise le mot, doublement victimes. Et il faut commencer par les Autochtones du Nord, les Autochtones des terres glacées qui ne sont pas encore les Inuits. Non. Il y a plusieurs groupes, ça s'est succédé. Lorsque remontés à l'an 1000, les Norrois sont arrivés, au Groenland, nous avions des Orcétiens et dans le sud, les Thuléens, mais on les trouvait aussi ailleurs, Ellesmere et toutes les autres grandes îles, énormes îles, les plus grandes du monde qui sont là. Et déjà, les Norrois, en l'an 1000, les appellent les Shrailing, ça veut dire des gens tordus, des gens... Ça va être la bataille. Ils n'ont jamais vraiment fait la jonction. Au Groenland, les Norrois ont été 450 ans, jusqu'au moment où on va disparaître à cause de petites périodes glaciaires, le petit âge glaciaire qu'on appelle, vont véritablement disparaître parce qu'ils ne sont absolument pas adaptés donc, au refroidissement et qu'ils n'ont pas adopté les coutumes des Autochtones. Terre-Neuve, et on pourrait mettre le Labrador. Terre-Neuve, nous avons les Béotucs qui sont là. Ils vont déjà souffrir beaucoup à cause des pêcheurs qui viennent, qui s'accaparent les côtes pour la morue salée et la morue séchée. Et petit à petit, donc, ce groupe qui est voisin des Inuits, donc, ce qu'on appelait autrefois les montagnais,
et qui sont là. Il faut bien se rendre compte qu'ils sont là depuis 6000, 7000 ans, donc ça fait très longtemps. Mais il faut tout de suite rappeler que quand on dit Innu ou qu'on dit Béotuk, ça, c'est des termes globalisateurs. Oui. Ce qui existait à ce moment-là, c'est que les groupes humains avaient leurs rivières et territoires où il y avait des camps d'été à l'embouchure. Oui. Et on remontait pour des activités dans des territoires davantage sacrés, et tout ça très important. Et dans le cas des Inuits, on avait les Papinachois, on avait 15 groupes différents qui étaient là. Mais ces groupes y étaient depuis 7000 ans. Donc, on peut dire des peuples de culture Inuits, en fait. Absolument. Donc, ils vont souffrir, ils vont disparaître. Et pour comprendre pourquoi c'est doublement victime, c'est que français et anglais, contrairement aux Portugais, aux Hollandais, aux Espagnols, qui ont établi leur colonie, leur empire colonial dans différentes régions, français et anglais décident de le faire au même endroit. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème. Donc, par exemple, les Français sont dans le sud de Terre-Neuve. Du côté de Plaisance, il y a, d'ailleurs, on a encore jusqu'à aujourd'hui, puisque le traité de Paris va concéder donc un petit territoire là pour que les marins puissent relâcher si c'était nécessaire. On a donné un petit quelque chose en souvenir du fait qu'ils étaient là depuis très très longtemps. L'Acadie va changer, ça c'est, on se rend compte ça quand on regarde, va changer 7 fois de main entre 1604 et 1755, l'année du Grand Déportement. Et que deviennent les alliés des Français? Nous savons très bien que quand Samuel de Champlain, avant de venir à Québec en 1608, il va passer plus de 2 ans en ce qui deviendra l'Acadie, donc la baie des Français, qui deviendra la baie de Fundy. Voilà, on change les noms en fonction de l'envahisseur, le dernier envahisseur. Mais ils avaient de très, très bonnes relations avec Memertou, par exemple, qui dirigeait ce qu'on peut appeler le groupe Micmac, pour prendre un terme très, très générique, mais qu'il faudrait lui aussi... Tandis que les Anglais vont toujours considérer que les Français étaient trop proches, les Micmacs. Vont les attaquer aussi. Alors, c'est continuellement comme ça. Et ça va être ainsi dans la vallée du Saint-Laurent. Et dernier petit exemple, comment se fait-il que les Iroquois, ce qu'on appelle la Grande Confédération iroquoise, c'est qu'au tout début, avec les Hollandais, qui eux aussi, à partir de la rivière Mohawk particulièrement, donc cette rivière qui touche le Hudson, là, ils avaient une alliance du même type que les Français en avaient avec les Inuits, avec les Hurons, etc. Et déjà à ce moment-là, se met en place une rivalité qui va être prise par les Anglais lorsque les Hollandais vendent, au fond, pour s'en aller. Pas très cher. Ils s'en vont pas cher. Ils s'en vont donc du côté de l'Asie. C'est là-bas qu'ils vont avoir leur colonie en Indonésie. De nouveau, là, on a un affrontement, mais qui est redoublé par l'affrontement au sein des communautés autochtones à cause de leur alliance. Et ça va déstabiliser totalement. Ça déstabilise. Évidemment, sur le plan biologique également aussi, on le sait, mais aussi, ce qui est un peu ironique, c'est que grâce à ces navigations-là, Gilles Bibeau, on a eu une première ethnographie de ces peuples, entre autres dans les îles plus nordiques. C'est la première fois qu'on avait une ethnographie par des gens qui savaient écrire. Donc, c'est devenu aussi une littérature, parce que c'était sous forme de récit. Et encore une fois, on le voit, la littérature est vraiment au cœur de votre livre. Quand nous regardons les littératures, parce que ce livre, je joue sur 4 registres en même temps. D'abord, la géographie. La géographie est extrêmement importante pour moi et elle différencie anglais et français. Les uns, je disais tantôt, donc les Français descendent le Saint-Laurent, les autres restent dans le nord, et c'est beaucoup plus tard
qu'ils vont revenir vers le sud. Oui. Et également, attache une très, très grande importance à l'histoire et tout ça. Mais littérature, l'ethnographie, je n'en parle pas parce que je suis anthropologue moi-même, mais ce qui m'intéresse toujours dans ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de construire? Ouais. Quel type de nation on est en train de construire? Ouais. Et je me rends compte que c'est du mélange continu, des déplacements, des oublis, des additions, etc. Et puis, il y a la littérature. Il y a d'abord la littérature maritime, ce qu'écrivent les marins, mais qui n'est pas une vraie littérature. Elle est simplement des comptes rendus de voyage, tout ça. Je dis quelque part, il fallait un Homère pour faire Ulysse. Il faut aussi Rabelais pour faire un Jacques Cartier, parce que c'est eux qui font rentrer véritablement. Et du côté anglais, je me suis intéressé particulièrement à Thomas More et à Shakespeare, le Shakespeare de la Tempête particulièrement, donc ça se situe dans les Caraïbes et tout. Donc continuellement... Et Thomas More, Utopia? Utopia, oui. Utopia, donc publié en 1516 à Louvain, sous un titre latin, repris et tout ça. Et j'y reviendrai passer le cœur, ça me permet d'intituler la conclusion « Une utopie assassinée ». C'est que Thomas More avait dit à Henri VIII et à Société anglaise, nous devons corriger tous les vices de notre société, et si nous allons là-bas, parce qu'il était anticolonialiste, mais si nous y allons, allons-y pour apprendre quelque chose. Or, il présente un portrait idéalisé où les hommes et les femmes, d'abord, il n'y a pas de propriété qu'une propriété commune. Les filles et les garçons vont à l'école. Il y a une tolérance religieuse plutôt que se battre entre catholicisme, anglicanisme et autres, etc. Il propose un modèle. Or, c'est juste l'inverse qui s'est produit. Nous savons, c'est que nous n'avons pas appris de l'autre, nous avons imposé. Et je fais un petit aparté. Et là, je vais aller à Rouen et à Montaigne. Lorsque les Tupinamba, après... Jacques Cartier, les Français vont essayer, on est en pleine guerre des religions en France, vont essayer de coloniser une autre partie que la vallée du Saint-Laurent. Donc, ils s'en vont à Rio. Alors, il y a les Tupinamba qui sont là, les autochtones. Ils vont en ramener en France. Et en 1562, c'est quand même extraordinaire, il y a Montaigne qui est à l'entrée du roi à Rouen, et il y a 3 Tupinamba. Grâce à un interprète, il peut parler avec Tupinamba et il demande, nous vous étudions, vous nous voyez ici, qu'est-ce que vous pensez de nous? Alors, ils ont dit 3 choses. Il dit la première chose, nous sommes étonnés par votre roi. En fait, le roi, c'était un gamin de 11 ans. C'est vrai, à l'époque. Et il avait une régente. Il dit, nous... Ce qui arrivait souvent. Nos chefs devant qui on s'agenouille, c'est des guerriers, sont les plus forts, qui peuvent nous défendre et tout ça. Alors vous, voilà, comment se fait-il qu'un gamin, donc, est votre roi? Ça nous frappe beaucoup. La deuxième chose qu'ils disent, il y a des palais ici. Nous voyons des gens habillés avec de l'or et des mendiants en guenilles aux portes de ces châteaux. Nous, c'est collectif. Nous partageons tout. C'est fou, il y a une égalité. Comment pouvez-vous tolérer ça? Et un commentaire qui s'applique encore aujourd'hui dans notre monde. Les 3, je crois, s'appliquent encore aujourd'hui. Peut-être... Et le troisième est attendez, Gilles Bibeau, qui serait l'enfant qui nous gouverne? Pas Justin Trudeau, quand même. Ce n'est pas le fils de l'autre. Mais... Une monarchie. Alors, c'est extraordinaire, cette chose. Ils disent, nous avons vu donc des processions religieuses et on porte un homme crucifié. Comment pouvez-vous tirer votre salut de quelqu'un qui a fait l'échec de sa vie, qui représente la faiblesse?
C'est pas possible. Wow. Ils avaient mis le doigt sur 3 choses qui sont au cœur, je dirais, déficit de notre société. En idéalisant leur style de vie, nous aurions pu apporter des correctifs, C'est vrai. mais nous ne l'avons absolument pas fait. Oui, mon livre fait une grande place à la littérature. Une très, très grande place à la littérature. Pour moi, c'est central. D'abord, la littérature. Il ne faut pas l'oublier. J'essaie toujours de penser un événement à partir des auteurs du temps. Et à la toute fin, en conclusion, je fais appel à la littérature, à une comparaison rapide entre la littérature anglo-canadienne et franco-canadienne québécoise. Et l'image du Nord n'est pas présente dans notre littérature québécoise. Elle a été effacée. Par contre... Elle a été effacée, donc elle a déjà été présente ou elle n'a jamais vraiment... Probablement, mais notre littérature, elle est assez jeune, puisque Durham dira dans son rapport après les troubles que nous sommes un peuple sans histoire et sans littérature. Et il a bien écrit, et c'est pour ça que nous aurons François-Xavier Garneau qui va lui dire « Nous avons une histoire, puis nous sommes capables de littérature. Voilà. » Donc, toute la littérature, ça a été la littérature paysanne tout de suite, qui va durer 100 ans jusqu'au survenant. Parce que j'ai bien dit au tout début que j'étais porté par le problème que me posait dans ma ville d'origine, ce carré royal et la présence britannique, mais j'ai toujours été porté par une autre chose, par le personnage du survenant. Le dernier roman paysan qui s'écrit en 1945 par Germaine Guy-Bremont, qui est celui qui quitte sa communauté pour y revenir. D'ailleurs, c'est bien le rôle de l'anthropologue. Moi, je ne suis pas un historien. J'ai travaillé toute ma vie dans le domaine de l'anthropologie médicale. J'ai eu la chance d'habiter dans de nombreux pays à travers le monde. À 80 ans, je suis revenu vers ma société pour essayer de la comprendre avec les yeux de quelqu'un qui a vu d'autres sociétés. Et qui c'est ça la clé, hein? Je pense que oui, un jeune ne peut pas écrire un livre comme celui-là. Non. C'est un regard de quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui aime son pays et qui essaie de le comprendre dans toute sa complexité, dans son devenir, dans sa formation. Et il y aura une suite à ça. Donc, on a déjà hâte, Gilles Bibeau. Oui, peut-être que je reviendrai vous voir. J'aimerais ça. Moi, c'est une rencontre extraordinaire, vraiment. Merci. Fred, grand merci à toi de m'avoir invité. À bientôt. À bientôt. Alors voilà, ce qui conclut cet épisode. C'était-tu assez passionnant? Tout ce savoir transmis par Gilles Bibeau. C'est un prof, hein? À l'université, ça paraît. J'avoue que les essayistes que je reçois qui sont dans le monde de l'enseignement, que ce soit au collégial, même au secondaire, mais c'est souvent collégial, universitaire, ça paraît qu'ils parlent à des auditoires parce qu'ils ont cette faculté-là du récit, en fait. Et Gilles Bibeau, c'était frappant, là, vraiment. J'ai déjà hâte de l'inviter pour son prochain livre, qui n'est même pas fini. Mais c'était vraiment, vraiment passionnant. Encore une fois, merci à tous ceux qui m'écrivent. J'ai plein de sujets en banque. Merci de m'écrire. Je sais que vous êtes très contents de l'infolettre parce que vous m'écrivez pour me le dire aussi. Je pense qu'on a trouvé vraiment le bon canal. Allez sur lefredsavard.com et allez vous inscrire à l'infolettre. Et vous recevrez ça dans votre boîte courriel tous les lundis en fin d'avant-midi parce que je l'écris le lundi matin, le temps que... Voilà. Vous comprenez. On va terminer en musique. C'est drôle parce qu'en cherchant la chanson à mettre, il y a le passage de Gilles Bibeau sur Bristol qui m'est resté en tête parce que moi, j'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup toutes sortes de musique, mais la musique britannique, la musique anglaise, la Britpop, la British Invasion des années 60, l'invasion du métal à la fin des années 70. Je suis assez fan de la musique britannique et je me suis dit, je vais fouiller du côté de Bristol. Ça a été un port important. Gilles Bibeau nous l'a bien dit, mais ça a été aussi une ville importante musicalement, entre autres, tout le mouvement trip-hop. Portishead, Massive Attack a des ramifications
autour de la ville de Bristol. Ronnie Size aussi, à la fin des années 90, qui a été assez marquant dans l'électro, une période courte, mais quand même, ça vient de Bristol. Et je suis tombé sur Gravenhurst, et ça faisait longtemps que j'avais pas écouté du Gravenhurst, que vous connaissez peut-être. C'est un projet, en fait, et qui est devenu un groupe pour la scène, mais avant tout, Gravenhurst, c'était un projet du chanteur et compositeur Nick Talbot. Encore une fois, hein, on voit le métissage culture française et anglaise, dont Gilles Bibot traitait tantôt. C'est une espèce de folk rock atmosphérique. Nick Talbot était relativement en ascension dans ce style musical-là, qui était peut-être la musique alternative, rock alternatif, au début des années 2000. Malheureusement, il est décédé en 2014. Moi, j'aimais vraiment beaucoup ce qu'il faisait. Et entre autres, je l'avais découvert avec l'album Fires in Distant Buildings. Et dans le fond, j'ai découvert, entre autres, avec une reprise de Kinks, groupe anglais que j'aime. J'en ai déjà parlé ici. Un jour, je ferai peut-être un épisode... En fait, non, je ne ferai pas d'épisode complet sur The Kinks parce que je le sais, on parlait de la consultation tantôt, que les épisodes complètement consacrés à la musique, ça, c'est moins votre bag, comme dirait Roger Drolet. Alors, mais voilà, The Kinks, c'est un de mes groupes préférés. Gravenhurst a donc repris la chanson See My Friends, qui était sortie à l'époque en 7 pouces, là, en single, en 45 tours. Jamais apparu sur un album officiel des Kinks, et c'est une des premières chansons qui a utilisé les influences raga, donc de l'Inde, que les Beatles, entre autres, ont utilisé beaucoup par la suite. D'ailleurs, la chanson See My Friends est sortie 4 mois avant Norwegian Woods des Beatles, qui est la première chanson des Beatles à avoir, entre autres, utilisé la sitar. Donc, toute cette approche-là raga qui vient de l'Inde, c'est les Kinks qui l'ont un peu popularisé les premiers. Les Yardbirds, donc l'incarnation avant Led Zeppelin avec d'autres mondes que Jimmy Page, mais entre autres Jimmy Page à la fin, l'avait fait aussi en premier, mais c'était un peu plus confidentiel. Alors voilà, c'est ce que je vous propose. Vous allez voir, la chanson est longue et l'aspect raga des Kinks est aussi magnifié dans cette version-là. On écoutait de la musique drone, du drone metal il y a quelques semaines, mais on est un peu dans cet esprit-là aussi, ces mêmes notes qui sont répétées, qui ondulent et qui produisent un nouvel effet. Ben, on était déjà là-dedans avec les Kings, See My Friends, et Gravenhurst le reproduit très très bien avec sa propre sensibilité un peu plus électrique au début des années 2000. Voilà, c'est ce que je vous offre pour terminer cet épisode. Bonne semaine tout le monde, et on se retrouve la semaine prochaine avec God et Hélène.